Bonjour, bienvenue à la capsule où je vais faire le tour avec vous des points à revoir pour bien vous préparer pour l'examen 3. Je vous rappelle que l'examen 3, il vaut pour 20%. Je vous conseille d'avoir votre feuille de révision avec vous où est-ce qu'on voit là, tous les points qui sont matière à examen, possiblement matière à examen pour lundi prochain. Je vais prendre chacun des PowerPoint que on a utilisés en classe, puis je vais commenter là, avec ce que vous avez sur votre feuille. Alors, on va commencer avec la partie 5, donc la première partie qui est matière à examen. On s'en va voir la peau et les membranes. Alors, la première chose, c'est seulement là, ça se peut qu'il y ait des images qui soient moins belles. La première chose à revoir, c'est premièrement, regarder que les membranes épithéliales, ben, ça comprend la peau, les muqueuses et les séreuses. Alors, les muqueuses, ils sont humides, ils produisent du mucus, sont en contact, si on veut, avec l'extérieur. Et les séreuses, elles, ben, elles sont pas en contact avec l'extérieur. On parle du péricarde et de la plèvre des poumons. Il y a du liquide entre les deux membranes. Fait que c'est très général comme élément à savoir. Ensuite, là, on va vraiment parler de la peau. Pour la peau, je vous conseille d'aller revoir ce tableau-là dans lequel on voit vraiment toutes les fonctions de la peau. Alors, je vous demande d'apprendre, dans le fond, l'ensemble. Alors, il faut que vous sachiez que la peau, c'est sûr, ça permet de protéger nos tissus, hein, que ce soit contre les lésions mécaniques, les rayons UV, la chaleur, le froid, le dessèchement. Ça nous permet aussi de nous régulariser. Donc, on perd de la chaleur, on retient la chaleur grâce à notre système tégumentaire, dans le fond, grâce à la peau. Ça peut contribuer à excréter l'urée, l'acide urique, lorsque on sue. Et ça synthétise dans la peau. On fabrique notre vitamine D à partir de cholestérol. Ensuite, je vais sauter ces diapos-là. Ça va être important, bien sûr, que vous allez revoir les notes écrites qui sont sur ces diapos-là, mais je vais prendre la figure. Cette figure-là, vous devez la connaître. Ça se peut que je vous la mette à l'examen, que je vous demande de pointer, par exemple, l'épiderme. Hein? Où est l'épiderme, le derme, l'hypoderme? Ça ne fait pas partie de la peau, mais c'est la couche qu'on retrouve sous la peau, donc avec du tissu adipeux. Il faut savoir l'épiderme. L'épiderme, c'est plusieurs couches différentes. Je ne vous demande pas d'apprendre le nom des couches, mais savoir qu'il y a beaucoup de kératine dans ces couches-là, surtout la couche supérieure. Et c'est ça, c'est des couches qui se superposent. Et si on retourne à cette figure-là, ben, il faut que vous sachiez tout ce qui est annexe de la peau. Si je vous demande de m'identifier ça, par exemple, il faut que vous sachiez que c'est une glande sudoripare. Il faut savoir que ça, ici, par exemple, c'est une glande sébacée. On la reconnaît parce qu'elle est attachée à un follicule pileux. Il y a des terminaisons nerveuses. Alors, il faut regarder cet ensemble-là. Vous avez par exemple des choses ici qui sont notées par rapport au derme. On essaie d'avoir une vue globale de l'épiderme et du derme. Je continue comme ça. On a parlé de plusieurs pigments qui permettent de donner la couleur de la peau. Ce que je vous demande, c'est de connaître le principal qui est la mélanine, qui produit, qui est soit jaune, brun, rouge,
Et cette mélanine-là qui est produite dans les cellules de l'épiderme, ben, forme un genre, une protection, dans le fond, pour le noyau de nos cellules. Ça sert à protéger l'ADN. Ensuite, on a parlé des couleurs de la peau qui témoignent de certains états pathologiques. On trouvait ça à la page 124. Normalement, vous devriez avoir des petites notes de prise avec chacune des couleurs. Alors, à l'examen, je pourrais, par exemple, vous demander si un patient a un teint jaune. Qu'est-ce que ça peut signifier comme état pathologique? Ou si notre patient est pâle, un teint très blanc. Ou s'il y a un teint très rouge, qu'est-ce que ça pourrait nous indiquer comme état? Alors, ça serait une question possible. Pour les annexes cutanées, on n'est pas allé dans le détail de ces annexes cutanées-là. À retenir que ce sont les glandes sébacées, glandes sudoripares, les poils, les follicules pileux, les ongles. Moi, je veux par contre que vous appreniez les glandes sébacées, les glandes sudoripares. Qu'est-ce qu'elles font? Alors, les glandes sébacées, c'est celles-là qui sont responsables de la sécrétion du sébum. Ça augmente souvent avec l'apparition de testostérone à l'adolescence, entre autres. Et nos glandes sudoripares, pas besoin d'apprendre mérocrine, apocrine, mais savoir que les glandes sudoripares fabriquent de la sueur. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la sueur, de quoi c'est composé? Et que certaines glandes sudoripares vont ajouter des acides gras, des protéines à l'intérieur. Puis ça va faire des sécrétions qui parfois sont plus odorantes. Et c'est ce qui termine ce qui est à revoir pour la partie 5 sur la peau et les membranes. On va maintenant, ça sera pas long, je vais changer de diaporama. On va y aller maintenant avec le premier document de votre partie 6 sur le système digestif. Le premier document parle beaucoup d'anatomie. C'est certain que la première chose que vous allez devoir apprendre, c'est quoi les organes du tube digestif versus les organes annexes. Donc, organes du tube digestif, les voici. C'est sûr que là, on va rajouter du détail, comme l'intestin grêle. Là, il faut que vous connaissiez toutes les parties de l'intestin grêle. Le gros intestin, la même chose. Cette figure-ci, c'est certain que je la mets à l'examen et que je peux vous pointer des structures et vous demander de les identifier là-dessus. On a fait des exercices. Il y a un exercice où je vous demande exactement la même chose. Alors, vous pouvez vous pratiquer. Et je vous rappelle ici le détail du duodénum, jéjunum, iléum, tous ces détails-là ici aussi sont importants. Ensuite, chaque organe, que ce soit du tube ou les annexes, dans ce diaporama-là, on parle, dans ces notes-là, on parle aussi un peu de ce qu'ils font, ce qu'ils sécrètent. Alors, ça va être à revoir. Par exemple, la bouche, il faut que vous sachiez qu'on mastique et on réussit déjà avec certaines enzymes à commencer notre dégradation des aliments. D'ailleurs, pour cette figure-là, c'est sûr que ça serait bon que vous revoyiez ici uvule palatine, épiglotte, parce qu'on va en reparler dans la déglutition plus tard. Alors, juste resituer ces structures-là.
Le point numéro 5 là, sur votre feuille de révision, enzymes. Alors, les enzymes, il faut que vous sachiez qu'est-ce qu'elles font dans notre organisme. Et c'est sûr que les facteurs qui peuvent l'affecter, bien, on l'a fait un petit peu en laboratoire. On avait dit que les enzymes, très important, ce qui les affecte, c'est les changements de pH et les changements de température. Le froid va les ralentir sans les dénaturer, mais la chaleur, ça dénature. Donc, ça peut détruire nos enzymes si la chaleur habituelle augmente énormément. Alors ça, c'était notre point numéro 5. Alors, je reviens au point numéro 2. Bon, le pharynx, on voit qu'il y aura une contraction pour permettre que le bol alimentaire passe dans l'œsophage. L'œsophage va se contracter et va permettre l'arrivée de la nourriture dans l'estomac ici. Pour ce qui est des 4 couches de tissu qu'on trouve dans les organes du tube digestif, je ne poserai pas de questions là-dessus à l'examen. Quand même à retenir, c'est sûr qu'il y a du muscle, parce qu'on fait de la propulsion, du péristaltisme. Sachez que la muqueuse sert à absorber les nutriments, entre autres dans l'intestin grêle et d'autres éléments dans le gros intestin. L'estomac, donc à revoir un peu qu'est-ce qui se passe dans notre estomac. Et l'estomac, c'est sûr que il faut que vous sachiez qu'il y a des glandes gastriques qui sont responsables de la sécrétion du suc gastrique. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau de mon suc gastrique? Ça, c'est très important. Le facteur intrinsèque qui nous permet d'absorber notre vitamine B12 au niveau intestinal. Pepsinogène qui va permettre de commencer à digérer nos protéines. Et le HCl qui est acide, qui active notre pepsinogène et le transforme en pepsine. Donc, à retenir. Puis pour ce qui est de l'anatomie de l'estomac, c'est ça ici que je veux que vous reteniez. On a le pylore avec un sphincter pylorique. C'est la valve qui va permettre, dans le fond, de faire passer ce qui est devenu du chyme ici au niveau du duodénum, donc dans la première partie de notre intestin grêle. Et on remarque ici mes glandes gastriques. L'intestin grêle, toujours donc l'anatomie qui est importante, et retenir que c'est le principal organe de la digestion parce que c'est là qu'on va absorber la majorité des nutriments qu'on a ingérés. Bien sûr, notre anatomie à apprendre, on le voit ici. Savoir qu'il y a des microvillosités qui permettent d'augmenter la surface d'absorption. Il va y avoir des enzymes aussi qui vont être sécrétées par ces petites cellules-là qui sont la bordure en brosse. Et la partie du duodénum. Alors, cette figure-là, elle aussi, comme dans les exercices que vous avez faits, il y a certaines structures à connaître, dont la vésicule biliaire, le conduit cholédoque, qui va amener la bile à traverser notre ampoule hépato-pancréatique et à être déversée dans le duodénum, où la bile va faire la rencontre du chyme, donc des aliments qui arrivent de l'estomac. Très important, notre pancréas, avec le conduit pancréatique, donc le suc pancréatique va être aussi déversé ici.
Alors, les structures que je vous ai nommées, savoir bien sûr ici que ça, c'est le jéjunum. Hein? On continue maintenant. Donc, on passe après ça dans la partie qui va plus absorber les nutriments dans notre intestin. Gros intestin, qu'est-ce qui se passe au niveau du gros intestin? Les parties du gros intestin. Alors, cette figure-là aussi, les structures principales, il y avait des exercices avec ça. Pour les organes digestifs annexes, on focus vraiment sur glandes salivaires. On le sait, il va y avoir de la salive avec des enzymes qui vont permettre de digérer l'amidon tranquillement. Pancréas, foie et vésicule biliaire. Je vous dirais qu'on va aller focuser là-dessus. Pardon. Alors, pancréas, production d'enzymes pancréatiques. Plus tard dans le système endocrinien, on va focuser sur sa sécrétion d'insuline et de glucagon. On revoit cette figure-là juste pour revoir le lieu de déversement de notre sucre pancréatique. Le foie, on va le revoir un peu plus tard dans le dernier document, hein, le métabolisme. Pour la seule fonction digestive, hein, c'est de produire la bile. Qu'est-ce que la bile? Ça, il faut que vous le sachiez. Qu'est-ce que ça fait principalement? Ça émulsionne les graisses, mais on a vu aussi que ça permet de libérer un pigment biliaire qui s'appelle la bilirubine et aussi de se débarrasser des trop-pleins de cholestérol. On parle ici de notre vésicule biliaire. N'oubliez pas d'aller faire vos exercices et tous les exercices qui sont en lien avec cette partie-là. C'est ça. Le numéro 4 de cette partie-là, dans la feuille de révision pour l'examen, n'oubliez pas qu'il faut vraiment que vous soyez capable là, de faire un trajet, le trajet d'une bouchée de pomme dans le tube digestif, puis d'identifier qu'est-ce qui va s'ajouter, dans le fond, à cette bouchée de pomme-là tout le long de notre tube digestif. On va aller chercher troisième, c'est-à-dire le deuxième document qui porte sur le système digestif. On parle des fonctions. Bon, désolée pour la qualité sur mon iPad, ça transforme un petit peu mon PowerPoint. Alors, nos 6 fonctions du système digestif, ingestion, propulsion, digestion chimique, mécanique, absorption, défécation, ça va avec cette figure-là. J'aimerais ça que vous sachiez à quel endroit on réalise quelle fonction. Alors, la propulsion, l'absorption, la digestion chimique. Et on va sauter ces images-là, on va y revenir plus tard, dans le fond, quand on va parler de la nutrition et du métabolisme. Cette figure-là, la déglutition, il y avait des questions dans les exercices, entre autres dans le cas d'Édouard. Il s'étouffe, il y a de la nourriture qui sort par le nez. Alors, connaître globalement qu'est-ce qui se passe quand on avale une bouchée de pomme, par exemple. Donc, une bouchée d'aliments, hein, il faut que l'uvule palatine monte pour bloquer l'accès au nasopharynx et il faut que l'épiglotte s'abaisse pour permettre au bol alimentaire de passer. Il y a aussi nécessité d'ouvrir le sphincter œsophagien inférieur pour permettre l'entrée du bol alimentaire dans l'estomac. Et encore une fois, point numéro 3 sur votre feuille, être capable de résumer les activités de l'estomac, de l'intestin et du gros intestin. Okay, vous n'avez pas à apprendre propulsion, broyage, rétropulsion, là. Pas besoin de ça. Mais on voit ici que graduellement, notre sphincter pylorique va s'entrouvrir et laisser passer graduellement le bol alimentaire qui est transformé maintenant en chyme.
Même chose, résumé des activités qui se produisent dans l'intestin grêle. La bile qui arrive dans le duodénum, hein, qui sépare mécaniquement les lipides. On l'a appris avec le descriptif de la bile. Alors, faire le lien avec l'absorption des lipides et des vitamines liposolubles et la présence de bile. Cette figure-là, elle n'est pas à apprendre. Alors, toujours dans le résumé des activités de l'intestin grêle, et vous faites la même chose pour le gros intestin. Qu'est-ce qui se passe en règle générale dans le gros intestin? Hein, il y a une absorption, fabrication de vitamine K et de vitamines du groupe B. Puis, il y a bien sûr la défécation qui a une partie qui est bien sûr volontaire. Hein, il y a une partie que c'est un contrôle volontaire. Encore une fois, revoir vos exercices qui ont un lien avec cette partie-là. On s'en va voir le 3e cahier qui porte sur la nutrition. Bon, encore une fois, ma diapo n'est pas tout à fait comme la vôtre. Dans cette diapo-là, dans vos notes, vous trouvez pourquoi on mange. On avait parlé de production d'ATP, d'énergie, mais aussi d'éléments, des nutriments qui vont pouvoir nous permettre de se réparer, reconstruire nos cellules. Ah, voilà. Voilà, nous mangeons pour et juste ici. Pas besoin de parler de kilojoules ou de calories. Parfait. Alors, vous devez savoir macronutriments, micronutriments, les catégories. Vous avez fait des exercices avec ça. C'est sûr que vous devez connaître la majorité des glucides, surtout différencier monosaccharides, saccharides de polysaccharides. Vos polysaccharides, vous devez les connaître et vous devez aussi savoir quels aliments en contiennent. Ça veut dire que si je vous donne un menu à l'examen, je vous dis, comme dans le cas d'Édouard, Édouard a mangé du gros, des fraises, puis bu un verre de lait. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous retrouvez dans le lait, qu'est-ce que vous retrouvez dans le gruau comme macronutriments, il faut être capable de le cibler. Savoir bien sûr que la cellulose, on ne la digère pas, c'est ce qu'on appelle les fibres. Donc, à revoir. On va revenir tantôt dans le métabolisme sur qu'est-ce qu'on fait avec nos glucides, nos lipides, mais c'est pas mauvais de les regarder au fur et à mesure. Alors, on fait la même chose pour les lipides principaux, les triglycérides et les stéroïdes. Dans nos triglycérides, à quoi ils servent? Saturé, insaturé, qu'est-ce que c'est? Si on parle de beurre, c'est des graisses saturées. Donc, tout ce qui est animal va contenir des triglycérides saturés. Tout ce qui est végétal peut contenir des graisses insaturées. Dans nos stéroïdes, alors celui d'importance, hein, on parle du cholestérol et va revenir plus tard dans notre métabolisme. Ça, c'est pas mauvais. On peut le regarder ici. Tout ce qui est stéroïdes, les vitamines D, sels biliaires, hormones sexuelles. Pourquoi c'est bon de le regarder maintenant? Parce que le cholestérol va servir à fabriquer tout ça. Et le cholestérol, il faut que vous sachiez à quoi il sert dans notre corps parce qu'il est très important. On le voit ici, on en parle. On en reparle ici. Finalement, les protéines. Les protéines, c'est un assemblage d'acides aminés. On a besoin des 20 sortes d'acides aminés pour réussir à fabriquer toutes les protéines de notre corps. Ça peut être bon d'avoir quelques exemples de protéines qui sont utiles dans notre corps.
Ça fait que il y a des protéines qui sont complètes, d'autres qui sont incomplètes, tout dépendant s'il manque un ou deux acides aminés. Et les fonctions, okay, ça c'est vraiment juste se rappeler que des protéines, ça peut être dénaturé. Leur forme est très importante pour que la protéine puisse faire son travail. Et ça, on l'a vu pour les enzymes. Désolée pour ma diapo. Donc, chaleur, puis là, ici, là, c'est pH. Alors, ces changement de chaleur, changement de pH peut affecter la structure de nos protéines. Protéines complètes, incomplètes. Les vitamines, c'est seulement être capable d'en nommer. Si jamais je vous pose des questions, je ne peux pas vous poser des questions là, sur telle vitamine, elle fait quoi. Ça, je vous donnerai le droit à vos notes de cours là, si une question comme ça arrivait. Sauf qu'il faut que vous sachiez que les vitamines, ce sont des aides pour les enzymes. Okay? Elles favorisent le travail des enzymes. C'est ça le rôle des vitamines dans notre corps. On le voit ici. Ça, par exemple, c'est une petite vitamine. Puis, elle va aider mon enzyme ici à fonctionner. Les minéraux, juste savoir en nommer quelques-uns, je vous dirais ces principaux-là. On en a besoin d'une quantité suffisante pour que tout fonctionne comme il faut dans le corps. Et n'oubliez pas de revoir vos exercices là-dessus. Ça, par exemple, c'est si vous êtes mêlé un peu dans où est-ce qu'on trouve des glucides, des lipides, des protéines. Le petit tableau ici peut vous aider à vous faire une meilleure idée. Et cette figure-là, okay, vous aviez des exercices qui vous demandaient les glucides, où est-ce qu'on les digère, les protéines, les lipides. Alors, vous faire un résumé là, grossier de ce qui se passe avec les glucides, les lipides et les protéines dans notre tube digestif. Donc, les glucides, on digère ça, ça commence dans la bouche, après ça dans l'intestin grâce aux sécrétions du pancréas, puis de l'intestin lui-même. Alors, vous faire des petits résumés comme ça. Et c'est ce qui termine. Donc, ce cahier-là, n'oubliez pas vos exercices à revoir. Et on s'en va faire le dernier cahier qui porte sur le métabolisme. Qu'est-ce que le métabolisme? C'est toutes les réactions chimiques qui se produisent dans votre corps, que ce soit des réactions pour dégrader ou des réactions pour synthétiser, c'est-à-dire fabriquer des plus grosses molécules. Puis notre fabrication d'ATP, bien, elle rentre là-dedans. Vous allez devoir, dans le fond, connaître grossièrement les glucides. Oui, on les absorbe sous forme de monosaccharides. Ils sont tous transformés en glucose, puis ils servent essentiellement à produire l'ATP. Vous devez savoir cette formule-là. Qu'est-ce que vous avez besoin pour faire de l'ATP? Vous avez besoin de glucose, d'oxygène, et comme déchet, c'est ça qui produit le CO2 qu'on expire et les fameuses molécules d'ATP qui nous permettent de faire tout notre travail cellulaire. Ça se produit dans les mitochondries de toutes les cellules de notre corps. Et il y a aussi tout ce qui est glycémie. Qu'est-ce que l'organisme fait lorsqu'il y a trop de glucose sanguin et qu'est-ce que l'organisme fait quand il n'y a pas assez de glucose. On avait parlé de cette figure-ci. Alors, pour les glucides, c'est la partie d'en haut. Métabolisme des lipides. Bien, vous faites la même chose. Qu'est-ce qui arrive avec mes lipides ingérés?
Je vous laisse le soin de revoir ces notes-là. Et ça concernait cette section-là de notre figure. Vous pouvez donc vous faire un résumé. Vous faites la même chose pour les protéines. Qu'est-ce qui arrive avec nos protéines? À quoi elles servent? Ça va avec cette section-là ici. Et on sait que oui, on peut produire de l'ATP, pas juste avec nos glucides, mais on peut utiliser des lipides et des protéines en dernier recours. Ça veut dire qu'on priorise les glucides. Quand on n'en a plus, on va aller chercher nos triglycérides. Et là, si on n'a plus de triglycérides, on va aller chercher nos acides aminés. Le foie. Alors, on est rendu au point numéro 8 dans votre feuille de révision. Pour le foie, ça, c'est important de savoir tous les rôles du foie. Je pourrais juste vous poser une question. Cochez tous les rôles que remplit le foie. Vous devriez être capable de trouver les bons rôles. Encore une fois, le foie, lui, il sert à emmagasiner du glucose sous forme de glycogène et à dégrader le glycogène si tu as besoin de libérer du glucose. Cette figure-là, faites attention quand vous allez la regarder. N'oubliez pas qu'elle est inversée. Normalement, vous devriez l'avoir modifiée là, durant le cours. Encore une fois, le rôle du foie et la fameuse gestion du cholestérol. Ça, c'est sûr qu'il faut que vous connaissiez cette gestion-là, que la majorité du cholestérol sanguin vient carrément du foie et qu'on va se servir des sels biliaires qui vont composer la bile pour se débarrasser du trop-plein de cette fameuse molécule cholestérol. Dans votre fiche sur la dyslipidémie, vous travaillez les LDL et les HDL. Alors, je vous demande de savoir la même chose pour l'examen. C'est quoi les LDL? C'est ça le mauvais cholestérol. Pourquoi on dit que c'est du mauvais cholestérol? Parce qu'il y a des chances de dépôt s'il y en a trop. À quoi ça sert les LDL? Même chose pour les HDL. Cette figure-là, elle n'est pas à prendre, mais c'est un visuel pour voir vraiment qu'on fabrique notre cholestérol au niveau du foie. Cette figure-là, elle n'est pas non plus à l'examen, mais on a un visuel des VLDL qui sont fabriqués à partir du cholestérol et des triglycérides du foie. On va entreposer ces graisses-là là-dedans. On va les envoyer voyager dans le sang. Et là, les VLDL vont donner un petit peu de triglycérides au tissu adipeux. Donc, ils vont se vider. Et en se vidant, ils vont contenir plus de cholestérol. Et on va les appeler des LDL à ce moment-là. Et les LDL, eux, normalement, s'il n'y en a pas trop, ils sont absorbés par plein de cellules de notre corps. Mais les restants de LDL qui ne sont pas absorbés s'il y en a trop, les autres, ils flottent et ils peuvent aller se déposer. Tandis que les HDL, eux, les HDL qui sont fabriqués par le foie sont libérés dans le sang et leur job, c'est de ramasser les cholestérols et les triglycérides qui flottent, de faire des belles réserves de ça et de les réacheminer au foie. Quand il arrive dans le foie, on prend le cholestérol et on peut l'utiliser, le cholestérol, pour fabriquer les sels biliaires, donc s'en débarrasser dans la bile. Comme je vous dis, elle n'est pas à prendre, mais elle peut vous aider dans votre compréhension des LDL et des HDL avec le métabolisme du cholestérol. Pour le métabolisme basal, la seule question que je pourrais vous poser, ce serait une question
du genre quels facteurs parmi ces facteurs-là peuvent faire augmenter le métabolisme basal, par exemple. Une personne âgée a-t-elle un métabolisme basal plus élevé qu'un adolescent de 15 ans? Okay, ça pourrait être des questions comme ça. Et la thermorégulation. Pour la thermorégulation, cette figure-là, elle est quand même importante parce que je pourrais vous poser des questions comme il est écrit à votre point 12 dans votre feuille de préparation à l'examen. Le cahier d'exercice à la page 182, donc l'exercice qui était là en haut, ça pourrait être des questions qui ressemblent à ça ou encore comme l'application 14.7. Alors, si vous n'avez pas compris cet exercice-là et cette application-là, vous pouvez me poser des questions parce que ça risque de ressembler, il va y avoir une question qui va ressembler à ça à l'examen. Alors, très important, n'oubliez pas de faire vos exercices. N'hésitez pas à m'écrire, on peut se voir sur Zoom ou on peut se voir à mon bureau. Bonne étude!